La destruction des écosystèmes par des espèces animales et des plantes envahissantes exogènes équivaut à la perte de millions de dollars chaque jour. Dans leur milieu d'origine, les plantes et les animaux, comme la renouée du Japon et le python birman, cohabitent avec d'autres espèces qui les contraignent à assurer leur survie. Mais lorsque l'homme les déplace dans de nouveaux écosystèmes, ces espèces se retrouvent libérées de leurs contraintes de prédation et de compétition. Il en résulte la surpopulation de certaines espèces, dont les conséquences sont souvent dévastatrices. À la différence d'autres types de pollution, celle-ci fonctionne comme un cercle vicieux parce qu'elle est biologique et guidée par l'instinct de reproduction. Nous avons affaire à un développement qui s'auto-perpétue. D'après l'Union internationale pour la conservation, les plantes et espèces animales envahissantes sont à l'origine de l'extinction de centaines d'espèces. D'après la Banque mondiale, sur le plan économique, la perte équivaut à 1,5 billion de dollars, c'est près de 5% du PIB mondial. Ces envahisseurs sévissent du nord au sud, mais l'Australie est de loin le pays le plus touché. Pour les colons européens, il était nécessaire de faire pousser des plantes familières dans les contrées australiennes désertiques, ainsi que d'y introduire des espèces animales connues, ramenées de leur pays de l'hémisphère nord. D'après le Programme mondial sur les espèces envahissantes, les descendants d'espèces introduites délibérément coûtent à l'Australie plus de 6,8 milliards de dollars par année. Ce coût se réfère aux dommages causés à l'agriculture et la sylviculture, ainsi qu'à la gestion des espèces invasives elles-mêmes, mais il n'inclut pas le coût incalculable au niveau de la perte de la biodiversité et la disparition des espèces. Parmi les espèces envahissantes les plus connues, l'ennemi public numéro 1 est le crapaud géant. Originaire d'Amérique du Sud et centrale, ce crapaud a été introduit dans les plantations australiennes de canne à sucre dans les années 30, afin de lutter contre un parasite, le coléoptère de la canne. Malheureusement, les crapauds importés ont préféré se régaler d'autres espèces endogènes, allant des insectes aux petits oiseaux. En plus de dévorer ces espèces, le poison de leur peau tue les animaux qui tentent de les manger. Même certains prédateurs redoutables, tels que le serpent brun royal, sont menacés. La biologiste Sam Price-Rees chasse un autre reptile endogène, le lézard à langue bleue, qui a du mal à survivre à l'invasion du crapaud. Le lézard à langue bleue est particulièrement vulnérable, car il partage le même habitat que le crapaud. La plupart du temps, on le trouve dans les touffes d'herbe épaisses, où se trouve également le crapaud. Les lézards ont donc de grandes chances de rencontrer les crapauds. Il y a également d'autres espèces sauvages dans le coin. Les serpents bruns royaux sont également vulnérables aux crapauds. J'ai trouvé 2 serpents bruns morts par ici, qui ont apparemment été tués par un crapaud. Sam et ses collègues de l'université de Sydney ont muni de GPS un petit groupe de lézards afin d'étudier leur comportement et leur déplacement. La première découverte du jour est décourageante. Ah, ça doit être un crapaud. Il est là, berk. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bouche. Je pense qu'il l'a juste mordu et rien d'autre. Ouais, je pense aussi. Parce que je n'ai rien trouvé dans ses intestins. Le crapaud femelle pond des dizaines de milliers d'œufs à la fois. Les adultes mangent tout ce qu'ils peuvent trouver, des petits oiseaux et même de la nourriture pour chiens. Ce mode opératoire leur permet de se reproduire si bien que même les programmes d'élimination n'ont pas réussi à contrôler leur développement. Aujourd'hui, Sam et son équipe tentent d'approcher le problème sous un autre angle, par le déconditionnement. Donc j'injecte un produit chimique qui provoque la nausée dans la saucisse en forme de crapaud, un leurre dont le lézard va se nourrir. Avant de les relâcher, la moitié des lézards recevront ce leurre qui contient le produit qui provoque la nausée. J'espère qu'ils feront l'association entre le fait d'être malade, comme dans le cas d'intoxication alimentaire, et le crapaud, et qu'ils l'éviteront. Une autre espèce dont le crapaud se nourrit, le cole du Nord. Il est soumis à un déconditionnement similaire. Jusqu'à présent, le gouvernement australien a dépensé plus de 20 millions de dollars pour la régulation des crapauds. Malgré ces efforts, l'empire des crapauds continue de s'étendre d'environ 40 à 60 km par année. Il existe une autre espèce introduite en Australie qui peut se déplacer sur 60 km par jour, le chameau.
Le train qui relie Adélaïde au sud à Darwin au nord est appelé GAN, en raison des éleveurs de chameaux afghans qui à l'époque ont voyagé sur la même route. Les chameaux ont été introduits en Australie à partir de 1840. Les colons européens les utilisaient pour explorer l'outback et pour la construction des premiers chemins de fer et des lignes télégraphiques. Aujourd'hui, les descendants de ces chameaux devenus sauvages font des ravages dans la nature. La population des chameaux a doublé en 9 ans. Nous arrivons à un stade où cette population atteint de 1 million à 1,5 million d'individus. Une population de cette envergure, qui de plus est très dense, cause de sévères impacts, en particulier au niveau des zones humides. Dans le désert australien, les points d'eau sont des ressources très rares. Le docteur Jane Brimbox est hydroécologiste au département gouvernemental des ressources naturelles. Depuis quelques années, elle étudie avec son équipe l'impact des chameaux sur les zones humides du désert. Nous voulions savoir si les chameaux vont boire à ces points d'eau en notre absence. Nous avons donc placé ceci. C'est un système de mesure de la profondeur qui enregistre la pression atmosphérique. Si vous constatez des chutes comme celle-ci, cela signifie qu'ils ont bu beaucoup. Ensuite, nous avons placé ces caméras. Nous sommes partis à 7h34. Des oiseaux et un dingo sont arrivés. Et à 8h20, ce sont les chameaux. C'est comme s'il y avait une hiérarchie. Ils doivent faire la queue. Ensuite, ce petit dingo a tenté de venir boire. Et je crois que finalement, il n'a pas pu boire avant 15h45. Lorsque le point d'eau est à sec, les autres animaux ne peuvent pas en profiter. C'est ça le problème. L'immensité des régions sauvages en Australie fait qu'il est difficile de tenir les chameaux éloignés des points d'eau. Un chameau adulte peut boire plus de 200 litres d'eau en une journée. Le docteur Brimbox et son équipe mobilisent l'aide des communautés aborigènes reculées et les forment à devenir gardes forestiers afin de surveiller et protéger les zones vulnérables. Les zones humides sur lesquelles les chameaux ont un impact dévastateur sont des lieux qui ont une grande importance culturelle. En effet, à l'évidence, pour les aborigènes du désert, la ressource la plus recherchée est l'eau. Les aborigènes ont remarqué le déclin du kangourou rouge et de l'émeu. À présent, ils établissent un lien entre le déclin de ces espèces et l'augmentation du nombre de chameaux. Les chameaux ont également un terrible impact sur la végétation. Nous pensons qu'ils sont capables de faire disparaître certaines plantes dont ils se nourrissent en priorité. Afin de réduire ces impacts, le gouvernement a lancé un vaste programme d'élimination. Le programme vise la réduction de la densité de certaines populations animales locales et prévoit de tirer sur les chameaux sauvages depuis des hélicoptères. Depuis le lancement du programme en 2009, plus de 10 000 chameaux ont été tués avec un coût de $50 par animal, selon les estimations du gouvernement. Au contraire de la plupart des espèces exogènes, le chameau a une foule de supporters. Ils sont là depuis 1840. Ils ont gagné leur place grâce à l'exploration de l'outback australien, par le transport des lignes télégraphiques. Dans toutes les histoires d'explorateurs, il y a des chameaux. Lionel Keegan est le propriétaire d'une foire ambulante dont l'attraction principale sont les courses de chameaux. Je gagne ma vie grâce à eux depuis 20 ans. Et il y a des tas de gars aux alentours qui vivent aussi grâce à eux. Ils mangent l'herbe, les buissons, tout ça. On les amène ici pour qu'ils mangent les acacias épineux, qui sont nuisibles. Vous pourrez voir de nombreux agriculteurs qui ont des chameaux sur leur propriété afin qu'ils mangent l'herbe. On entend beaucoup d'histoires au sujet des chameaux dans le bush. On dit qu'il y en a 1,5 million, mais à mon avis, ce sont les bureaucrates qui affirment cela afin de justifier les financements mis en place par le gouvernement. Neil Waters possède une affaire qui propose des tours de chameaux à Stewartswell, à environ 100 km au sud d'Alice Springs. Franchement, ne pensez pas qu'il y ait autant de chameaux. Dans certaines régions, les populations de chameaux ont explosé. Mais dans la plupart, les chameaux se promènent d'un buisson à l'autre et n'en mangent qu'un tout petit peu avant de passer au prochain. Lorsqu'ils effectuent ces tirs, ils disent que c'est pour des raisons sanitaires, pour les communautés ou autres. Mais je ne vois rien de moins sain que de laisser 2000 cadavres traîner sur le sol. Mais le principal reproche de Waters au sujet de l'abattage
c'est le gaspillage de viande, qui a su réunir des supporters convaincus dans certaines parties de l'Australie. C'est de la bonne viande, avec peu de cholestérol, des oméga 3 et 6 et des protéines très recherchées par tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait tant d'efforts et met tant d'argent pour tuer ces animaux plutôt que d'investir dans certaines infrastructures. Les gens pensent que nous pouvons venir avec des camions et emporter la viande. Mais il n'est pas possible de venir avec des camions dans les endroits où les chameaux posent problème. C'est une situation où les solutions ne sont vraiment pas faciles. Tu peux les faire marcher 60 km en un jour et même plus, dans la mesure où on peut les amener vers certaines zones où l'on peut construire des routes. Les frais dont parle le gouvernement ne sont pas justifiés. Dans la région d'Alice Springs, la plupart des chameaux sont sur les territoires aborigènes. Ceux-ci ont besoin de travail. Donc, pour économiser la marchandise, il faudrait qu'un abattoir pour chameaux se trouve à Alice Springs. Mais le gouvernement souligne que les chameaux sauvages se trouvent déjà sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, ce qui signifie qu'utiliser leur viande demanderait la création d'abattoirs partout dans le pays, ainsi qu'une forte augmentation de la demande pour la viande de chameau. Les renards ont été introduits en Australie en 1855 pour la chasse de loisirs. Ils se sont rapidement développés à travers tout le pays et se nourrissent des espèces locales qu'ils trouvent sur leur chemin. Ils ont un fort impact sur les mammifères locaux qui vivent au sol. Les potoroos, les bandicoots, les quolls et les possums font partie de ceux qui sont menacés. S'ils ne sont plus là, c'est tout le processus dont ils sont responsables pour maintenir l'écosystème de la forêt qui s'effondre. Aujourd'hui, l'impact économique des renards sauvages en Australie est estimé à plus de 227 millions de dollars par année. Depuis 1990, le gouvernement se bat contre les renards au moyen de programmes qui emploient des leurres empoisonnés. Ces leurres sont des cubes de viande séchée qui contiennent du 1080, une toxine dérivée d'une plante d'Australie occidentale qu'on appelle le pois empoisonné. La première chose que nous faisons, c'est de nettoyer un peu l'endroit avant de déterrer le vieux leurre. Je l'emballe et l'emmène au dépôt où se trouve une décharge de produits chimiques, où je me débarrasse de tous les vieux leurres. On enterre les leurres à 15-20 cm dans le sol, de sorte qu'ils ne soient attrapés que par les renards et non par des espèces locales. Lorsque le leurre est digéré, la composition chimique change. Donc, si un renard meurt et qu'un aigle vient manger sa carcasse, il n'y aura pas de problème au niveau d'un empoisonnement secondaire. En dehors des parcs nationaux, les propriétaires terriens sont encouragés à l'utilisation de leurre. Les agriculteurs, comme Royston Nettleton, se sont investis sans avoir été longuement persuadés. Si une vache a des difficultés à véler, soit ils viennent et mordent la langue du veau, ou alors ils arrachent carrément l'épi de la vache, ce qui n'est pas vraiment plaisant. Et cela signifie que la vache ne pourra plus allaiter, et une bonne vache coûte 2000 $, donc oui, ça fait un trou dans le budget. D'après Nettleton et d'autres agriculteurs, le nombre des renards a énormément baissé. Lors du dernier vélage, après le dernier programme de leurre, oui, il y en avait moins. Nous sommes pour sûr en train de gagner la guerre. Bien, nous sommes à Well Cape Conran et nous allons vers un de nos sites de contrôle pour capturer des mammifères de moyenne taille. Nous pouvons vraiment constater comment les espèces se sont comportées par rapport au contrôle des renards durant les 10 dernières années. Andrew Murray est le manager du projet de Southern Ark qui se déroule dans le Gippsland, tout à l'est, à la frontière de Victoria. Il y a 2 trous de bandicoot ici, un là, où ils ont été chercher des vers dans le sol. C'est très important car ils forment des endroits où l'eau peut pénétrer dans le sol, retourner la terre. Ce sont les petits gardiens du bush. Super, on a quelque chose. C'est un possum commun à queue touffue. Et alors qu'on en voit plein dans les grandes villes, dans les endroits sauvages, ils sont mangés par les renards. Depuis que l'on pratique le contrôle des renards, leur nombre commence à augmenter.
Donc on va l'emporter, l'observer et voir si on lui a déjà posé une puce. La puce est un petit instrument que nous insérons entre les omoplates, comme pour les chiens et les chats. Cela permet de savoir où l'animal vit, où il a été, où vous l'avez attrapé, son âge. Vous pouvez récolter d'autres données sur son état de santé. C'est un mâle. Donc nous suivons la trace d'une population d'animaux dans cette région sur le long terme. Les données recueillies pour cette étude sont encourageantes. Il y a un décalage entre le moment où vous commencez à poser les leurs et celui où vous pouvez vraiment observer un changement chez la faune locale. Mais il est évident qu'il y a une augmentation de ces populations animales lorsqu'elles ne sont pas chassées par les renards. Elles sont de retour. Les programmes de leurre pour renards dans l'ouest de l'Australie sont un succès pour deux espèces, le wallaby tamar et le bandicoot brun du sud qui ne figure plus sur la liste des espèces menacées. Un autre marsupial de la région ouest, le pot-au-roux de Gilbert, n'était pas seulement menacé, on a même cru à son extinction et il est revenu. On n'en avait pas vu depuis le début du siècle. En fait, depuis 1880, aucun individu n'a été répertorié de manière scientifique. À partir de 1900, on a pensé qu'ils étaient éteints. Donc, en 1994, lorsqu'on en a trouvé un dans un piège, juste ici à côté, c'était un événement. On était habitué à entendre parler d'extinction, mais quand des espèces ressurgissent, alors qu'on les croyait éteintes, c'est vraiment un événement. Mais le pot-au-roux n'est pas encore en sécurité. Le docteur Tony Friends et ses collègues continuent à surveiller de près leur population. Ça a l'air positif. On voit des excréments de pot-au-roux juste devant le piège. Oh oui, c'est un petit pot-au-roux. Afin d'augmenter les chances de survie de l'espèce, un petit groupe de pot-au-roux a été déplacé vers une île inhabitée, à environ 1,5 km de la côte. Nous avons la possibilité d'en augmenter le nombre en les emmenant sur l'île de Bold. Et ils s'y sont très bien reproduits. Pas de prédateurs, beaucoup de nourriture. À présent, il s'agit de trouver un endroit pour eux sur les terres. Nous avons créé un bel endroit, clôturé, pour les protéger des renards et des chats, où nous allons bientôt les placer. La clôture a coûté 250 000 $. Nous ne pouvons pas en faire d'autres. La prochaine étape sera de faire en sorte d'aménager des endroits où les pot-au-roux pourront survivre. Cela signifie travailler à long terme sur le contrôle des prédateurs et trouver l'habitat qui convient le mieux. Le retour du pot-au-roux de Gilbert est un succès réconfortant. Mais d'autres espèces endogènes déclinent malgré le programme de leurre, notamment en raison de l'invasion de chats sauvages dans les zones à présent désertées par les renards. Beaucoup d'espèces de marsupiaux doivent leur survie aux coûteux programmes de reproduction en captivité, tels que ceux de la conservation australienne de la faune. « 23% des mammifères du pays sont sur les listes d'espèces en danger, vulnérables ou éteintes. En Australie, la recherche a démontré que la survie de tout l'écosystème est en jeu. Il est donc important de sauver les espèces endogènes qui en sont la clé. Pour les scientifiques tels qu'Andrew Murray, de Southern Ark, la protection des mammifères locaux n'est pas importante seulement pour les espèces animales. Dans nos forêts du sud-est de l'Australie, de nombreuses espèces se développent en parallèle au développement de certains champignons qui vivent entre les racines des arbres, comme cet eucalyptus. Ils produisent des champignons souterrains ou des truffes. Les animaux, comme les pot-au-roux, mangent ces truffes et permettent le mécanisme de dispersion des spores à travers la forêt. Nous avons pu démontrer au moyen d'expériences de laboratoire que ces plantations ne poussent pas si bien sans les champignons. Donc, sur le long terme, si les pot-au-roux ne font pas partie du système, les arbres ne sont pas assez robustes et la santé globale de la forêt est plus faible. Pour sauvegarder la faune en danger de l'Australie, il faut donc promouvoir la reconnaissance de l'importance économique de la biodiversité. Le gouvernement fédéral de Canberra reconnaît que l'écosystème a une valeur économique qui équivaut à des millions. Et ceci est d'une grande importance dans un pays où l'agriculture est une activité économique primordiale. Il existe un mouvement dont l'objectif est l'autofinancement de la conservation,
C'est cette idée que développe EcoMarkets, une nouvelle initiative de l'État de Victoria. Fondamentalement, ce que nous faisons, c'est donner une valeur marchande à des services environnementaux. Les propriétaires terriens reçoivent des financements sur une période de 5 ou 10 ans pour fournir ces services. Nous faisons cela parce que ces propriétaires possèdent environ 65% des terres et des ressources en eau de l'État de Victoria. Nous lançons des appels d'offres concernant la gestion des espèces envahissantes. Ce marché nous permet de contrôler ces espèces au moindre coût parce que les propriétaires sont en concurrence les uns avec les autres afin de pouvoir effectuer ces activités de contrôle. Malgré l'influence de ces marchés sur le contrôle des espèces envahissantes, les experts admettent que le problème ne sera probablement jamais résolu. Maintenir en vie les espèces endogènes et la santé de l'écosystème en Australie demandera une vigilance constante. Nous considérons le contrôle des renards de la même manière que nous considérons la police, les écoles, les routes et les hôpitaux. Vous devez agir constamment. Si vous arrêtez de financer ces programmes, cela signifie un retour en arrière.